Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une émission tout à fait nouvelle avec Marc et Valentin. Donc Marc qu'on ne présente plus sur la chaîne puisqu'il travaille notamment pour AAV, expert en finance décentralisée, investisseur en crypto mais pas que. Et il est là depuis bon nombre d'années pour nous donner ses précieux conseils et avis au travers d'un écosystème qui a évolué très très vite. On est super content de te retrouver Marc pour ce nouveau format. Et Valentin Chaponnet qui aujourd'hui sera notre conseiller en investissement financier puisqu'il est agréé. Et nous avons donc le plaisir de vous introduire une nouvelle émission, un nouveau format où nous allons vous donner notre avis par rapport à des patrimoines, des portefeuilles crypto, parfois même des patrimoines qui ne sont qu'encore en crypto. Et c'est là où peut-être on pourra aussi vous donner, nous, notre vision de personnes qui sommes passées par là, des crypto-natifs et qui aujourd'hui essayons petit à petit d'investir aussi dans autre chose. Donc, super content de vous avoir, Marc et Valentin. Valentin, n'hésite pas à nous en dire un petit peu plus également sur ce que tu fais actuellement de ton côté. Et on va attaquer immédiatement par la suite dans le vif du sujet. Ouais, bah ça marche. Valentin, du coup, conseiller en investissement financier, enregistré auprès de l'ORIAS et membre de la CNCGP, donc chambre agréée par l'AMF. Et si tu veux, bah, très concrètement, mon travail, c'est d'accompagner mes clients dans la gestion de leur patrimoine, donc que ce soit sur la partie audit, création des stratégies et mise en place des stratégies derrière via l'ouverture des enveloppes, par exemple, et la mise en place des portefeuilles. Vous pouvez me retrouver sur absolument tous les canaux, YouTube, Twitter, etc. Si jamais mon travail vous intéresse. Top. Donc aujourd'hui, on a eu environ une quinzaine de personnes qui nous ont envoyé wallet, patrimoine, qui nous ont dit, ben voilà, j'ai tel chemin de vie, telle projection. Et pour ce premier épisode, on a choisi donc un profil avec un patrimoine brut qui est aujourd'hui, comme vous le voyez ici à l'écran, d'environ 180 000 euros, avec une représentation assez conséquente, 36% en crypto. Ça n'est pas rien aujourd'hui quand on pense justement de développement au travers du temps. Ça peut servir malgré tout pour un patrimoine qui aujourd'hui reste correct, mais qui n'est pas encore un patrimoine giga énorme de levier aussi, d'être pas mal exposé à la crypto. Et on va voir ensemble donc quels seront les impacts et les implications, surtout vis-à-vis des demandes de cette personne qui actuellement a un objectif de revenu passif post-achat immobilier à venir. Alors, il nous a mis un objectif de 3 000 euros net passifs par an. Est-ce que c'est réellement 3 000 euros net passifs par an? On pense que oui. Ça ne peut pas être 3 000 euros net par mois. Patrimoine n'est pas suffisant pour faire 3 000 nets par mois, mais pour faire 3 000 nets par an, on y arrive sur 180 000 euros. On est aux alentours de 5% de son portefeuille crypto. Bien placé et bien géré, ça me semble pas impossible à faire. Ensuite, il y a des livrets qui peuvent apporter de la performance aussi. Donc, je pense que c'est son objectif moyen terme et long terme d'arriver à 3 000 euros net par mois et pour remplacer son revenu et être dans un revenu passif ou mouvement FIRE, comme il y a pas mal de gens de la communauté qui l'ont, qui adhèrent à ce mouvement-là. Yes, en effet. Et donc, au niveau toujours des objectifs de cette personne, achat immobilier en cours, sans l'aide de la crypto, puisque refus des banques classiques comme potentiel sur-apport, ça paraît assez logique aujourd'hui, entre guillemets, de ne pas pouvoir montrer rubis sur l'ongle au niveau des cryptos qu'on a et de s'en servir, entre guillemets, d'effet de garantie. C'est en train d'évoluer, bien entendu, mais on en est encore loin. Il a un capital en backup, crypto plus ETF classique, qu'il a construit sur les 8 dernières années, plus une expatriation fiscale en Belgique dès 2019, holder. Objectif, sécuriser 2 mensualités par an avec 3 000 euros en rendement sur 25 ans. Donc, c'est tout à fait ce que tu disais à l'instant, Marc, avec un rendement effectivement où on va venir chercher autant long ces fameux 3 000 euros, mais dans 25 ans, avec un patrimoine, il est vrai, sur 25 ans, qui pourrait largement passer de 200 000 à 500 000 à peut-être 1 million d'euros. Et là, on commencera à avoir un peu plus large. Bah déjà, la première chose que j'ai à dire, c'est félicitations. Accumuler 180 000 euros de capital en 8 ans, c'est pas donné à tout le monde. On est sur une moyenne de 20 000 euros d'accumulés par an, un petit peu plus. On pense qu'il y a aussi eu un petit peu de performance, surtout s'il y a eu de la crypto sur ces 8 dernières années, ça a dû bien payer. Mais aussi, les marchés financiers ont pu rémunérer un peu. Mais avoir une capacité brute et de DCA et surtout la rigueur
de mettre de l'argent de côté aux alentours de 15 000, 20 000, 25 000 euros par an, c'est une belle performance et on peut déjà féliciter ce profil d'avoir réussi à le faire. Et on peut d'autant plus l'en féliciter qu'on peut voir qu'il a quand même de belles plus-values sur les crypto-monnaies, ce qui démontre aussi une bonne gestion de son portefeuille, puisque si j'en crois là, le tableau que tu es en train de nous montrer, on est à plus de 70% de performance. Oui, tout à fait. Et on a une répartition, d'ailleurs, c'est à saluer, c'est plutôt positif, entre 3 grands exchanges. Donc, tout le risque n'est pas sur une seule plateforme. Alors, on pourrait bien entendu dire que Not Your Keys, Not Your Coins, on n'est pas sur un aficionados du self-custody, donc de la détention de ses clés privées, mais on a quand même une répartition sur 3 exchanges, si ce n'est que la majorité, les 35%, sont actuellement sur Kraken, mais je suppose qu'il utilise un peu les 3. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut que vous suggérer et vous recommander à partir du moment où vous êtes en crypto, de ne jamais mettre tous vos œufs dans le même panier, que ça soit un portefeuille non custodial, un seul point de défaillance, que ça soit un wallet à chaud, un Rabbi, un MetaMask, voilà, ça crée également une problématique. Et quand vous utilisez des Binance et consorts, essayez systématiquement d'en avoir 2 ou 3 différentes, un peu comme vous ne mettriez pas 10 millions d'euros d'un seul coup comme ça sur une seule banque sans savoir exactement où vous allez, est-ce que la banque peut totalement assumer, enfin plein de choses qui vont dans le bon sens d'une diversification au sein même justement de votre patrimoine crypto. J'ajouterais sur ce point qu'à partir d'un certain montant de patrimoine, il est d'autant plus important de diversifier ces plateformes et potentiellement d'aller sécuriser une partie sur des clés privées. Là, très concrètement, notre ami du jour a plus de 60 000 euros, donc effectivement, c'est important qu'il répartisse à la fois ces plateformes et peut-être qu'il en envoie aussi une partie sur des clés privées, notamment s'il détient du Bitcoin, pour tout simplement diversifier la sécurisation de ses actifs, bien qu'on ait fait beaucoup d'avancées aussi, il faut le souligner, d'un point de vue réglementaire, notamment en Europe, sur la sécurisation des plateformes. Et donc là, en utilisant du Kraken ou du Binance, il devrait être a priori plutôt tranquille de ce point de vue-là. Eh ben, c'est ce que je voulais dire et en parfaite accordance avec ce que tu as dit, Valentin. Sur la régulation, privilégier des plateformes qui sont régulées. Si vous nous écoutez et que vous êtes européen, il y a le Marketing Crypto Asset le règlement MiCA qui a été mis en place au niveau européen. Il y a des licences prestataires de services en actifs numériques ou CASP, c'est la version anglaise du même terme. Et en fait, maintenant, c'est régulé. On ne peut pas s'inventer plateforme de crypto-actifs. On ne peut pas acheter et vendre et détenir une custody sur des crypto-actifs du jour au lendemain. Il faut s'enregistrer, c'est encadré par l'AMF, la CPR en France, et il y a des plateformes qui se sont enregistrées, allez les privilégier. La Kraken et Binance, il n'y a aucun doute, hein, ils sont enregistrés. Binance était en France, je crois qu'ils ont quitté la France pour Chypre récemment, mais ils sont quand même agréés européens. Kraken, il me semble qu'ils sont enregistrés au Luxembourg, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être que c'est une erreur de ma part, peut-être que c'était Coinbase, mais dans tous les cas, c'est des acteurs européens. Crypto.com aussi, mais je ne sais pas où ils sont. Donc voilà, là, on est sur des plateformes qui sont enregistrées. Faites très, très attention aux toutes petites plateformes, aux noms un peu moins connus. Vous n'avez aucun avantage parce qu'il y a 2 choses qui sont très importantes sur les plateformes. C'est déjà leur sérieux, leur infrastructure et leur réglementation pour la sécurisation de la custody de vos fonds. Mais aussi, les grosses plateformes ont plus de volume. Et naturellement, s'ils ont plus de volume, ils auront plus de profondeur de liquidité et vous aurez moins d'effet de spread quand vous achèterez vos cryptos et vous les achèterez plus au juste prix. Donc, vous n'avez pas d'intérêt à aller ailleurs que sur Binance, Kraken ou vraiment les acteurs majeurs parce que vous allez vous mettre plus en risque et en plus, peut-être acheter les cryptos pas au juste prix. Donc, faites attention à ça. Après, vous savez que je suis un chantre de la décentralisation. Vous avez des ledgers, ça c'est le petit flex. Vous avez aussi les Nano X, etc. J'en ai plein. Hein. C'est bien d'avoir de la self-custody, mais il faut tous commencer quelque part et on n'est pas là pour vous juger. Si pour l'instant votre zone de confort c'est les échangeurs centralisés, restez-y jusqu'au moment où vous
et ça, on le verra ensemble sur qu'est-ce qu'on fait avec ces cryptos, où vous sortirez suffisamment confiant dans la gestion de votre patrimoine pour aller peut-être chercher des opportunités sur la blockchain et sur certains actifs. Ces opportunités valent le coup de faire ses devoirs et de passer le pas en dehors des exchanges pour aller sur la blockchain sur des protocoles décentralisés. Maintenant qu'on a vu que cette personne avait donc une bonne proportion de son patrimoine en crypto-monnaie, on rentre un peu plus dans le détail justement de chaque ligne, puisque c'est là où ça va être intéressant aussi de voir un peu la répartition et de voir au niveau du risque si ça se tient justement pour le court, pour le moyen, pour le long terme. Et donc, on est sur un portefeuille qui essentiellement est du côté de Ether et de Bitcoin. Donc déjà, c'est deux positions conséquentes puisque on a environ 29 000 euros du côté de BTC. On a 31 000 euros sur Ethereum 2 sur directement Kraken. Donc, ça doit être l'équivalent du STETH, mais version Kraken. Si voilà, exactement. En fait, Ethereum 2, c'est de l'Ether, hein, c'est les vrais Ethereum, etc. Ce que Kraken appelle de manière interne Ethereum 2, c'est simplement qu'ils ont pris des Ethers, ils ont fait tourner des nœuds validateurs et ils redistribuent une partie des revenus du staking, qui vont sécuriser la blockchain en échange d'un revenu directement à leurs utilisateurs. Si vous avez des Ethers sur une plateforme centralisée telle que Kraken, Coinbase le propose également, Binance le propose également, vous n'avez pas vraiment d'intérêt à ne pas le faire, puisque vous allez obtenir un revenu passif sur vos actifs, et de toute façon, vous êtes déjà exposé au risque de volatilité de l'Ether, donc autant avoir un revenu passif. Certains diraient, oui, vous avez un risque de slashing, de problèmes sur les validateurs. Là, on parle de gestion par les acteurs les plus sérieux et les plus professionnels de l'écosystème. Le risque n'est pas de zéro, mais il est tellement faible que je pense que pour 4% par an, vous pouvez l'ignorer. Sachant que vous obtiendrez quand même un rendement qui est légèrement inférieur par rapport à ce que vous pourrez trouver en DeFi, parce que forcément, la plateforme centralisée va venir prendre une petite part du gâteau en frais de gestion sur les rendements que vous aurez en stacking si vous passez par leur service. On constate également qu'il y a quelques autres altcoins, mais dans des proportions vraiment moindres. On a environ 1100 euros de Polkadot, 1000 euros d'Ether normal qui peut servir à payer les frais de la blockchain, ne l'oublions pas. On a 570 euros de LTC, de Litecoin, du Chainlink, 500 euros, 268 euros de AAV, et ensuite c'est des petites lignes, 200 euros de Cosmos, Ada Cardano, on passe à moins de 200 euros pour XRP, Tezos, etc. Donc déjà, premièrement, toutes ces petites lignes, est-ce que fondamentalement, elles servent à quelque chose, messieurs? Est-ce que vous pensez qu'il ne vaudrait mieux pas, en l'état, justement, faire une belle curation de toutes ces petites lignes à 100, 200 euros qui finalement prennent un peu de l'espace pour rien et potentiellement de la charge mentale de surveiller chaque projet, vu qu'on l'a dans son portefeuille, alors que la base du portefeuille est quand même assez solide, robuste, avec environ moitié-moitié entre Bitcoin et Ether. Alors, là, je vais répondre avant le CGP parce que lui va avoir une réponse professionnelle et certainement meilleure que la mienne. Donc, j'y vais d'abord. Moi, je suis un fanatique de la doctrine de ça doit tenir sur les doigts d'une main. C'est-à-dire que sur chaque verticale d'investissement, pas plus de 5 lignes, pas plus de 5 cryptos, pas plus de 5 actions sur votre compte titre, pas plus de 5 obligations, assurance vie, ou pas vraiment assurance vie, mais vous avez compris ce que je veux dire par là. En fait, ce que tu as dit, plus CM, pour moi, c'est extrêmement important, c'est la charge mentale. C'est-à-dire que la diversification, c'est bien, mais il y a une limite à ça. Et si vous essayez de suivre 15, 20 valeurs sur chacune des verticales dans lesquelles vous investissez, vous allez vous perdre, vous allez faire des erreurs. Et vaut mieux être un investisseur, pour moi, qui est impliqué sur un certain nombre d'actifs et un peu militant sur ces actifs-là. Donc, pour moi, le 5, c'est le bon chiffre. D'autres personnes diraient autre chose, mais c'est ma doctrine. Alors moi, je suis totalement aligné là-dessus. Pour moi, il y a beaucoup trop de lignes, trop de lignes qui sont toutes petites en fait par rapport au patrimoine total. Et donc ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout simplement venir diluer la performance parce que si on regarde aujourd'hui, on a la majorité de ces altcoins qui sont en situation de sous-performance par rapport au Bitcoin. Et donc notre ami ici aurait tout intérêt à prendre toutes ces petites lignes et à rebasculer tout ça vers du Bitcoin, tout simplement. Donc pour moi, il n'y a pas d'intérêt. On a parlé de la charge mentale, évidemment, qui est beaucoup plus importante.
On peut aussi parler du fait d'utiliser 3 plateformes différentes, mais finalement n'avoir que 1 000 € répartis sur 2 autres plateformes. Là, encore une fois, je ne vois pas trop l'intérêt de multiplier les plateformes, puisqu'on a 976 sur Binance et 350 sur crypto.com et tout le reste sur Kraken. Donc là, pour moi, il y a de l'épurage à faire. À ce niveau de patrimoine, je pense que notre ami du jour pourrait se contenter de faire du Bitcoin Ethereum. Et s'il a envie de jouer un petit peu, à ce moment-là, il peut se faire une seconde poche avec, par exemple, 10% du patrimoine pour aller chercher 3-4 altcoins de conviction et faire sa propre expérience là-dessus, tout simplement. Mais aujourd'hui, avoir autant de lignes, pour moi, c'est clairement inutile et contre-productif, sachant que, et ça c'est mon avis personnel, la diversification aujourd'hui en crypto, on sait que ça n'existe pas vraiment. Donc le fait de multiplier les lignes, ça va pas forcément réduire le risque, puisque toutes les cryptos, en tout cas toutes les altcoins, sont à peu près corrélées entre elles. C'est pas comme les actions où on va avoir potentiellement une décorrélation entre Microsoft et Coca-Cola, par exemple. Aujourd'hui, en crypto, on a quand même des altcoins qui sont très fortement corrélés entre elles. Donc l'argument de la diversification, pour moi, aujourd'hui, est pas existant en fait sur le secteur des crypto-monnaies, qui n'a pas encore le niveau de maturité d'un marché comme celui des actions ou des obligations, qui eux pour le coup peuvent être décorrélés d'un actif à l'autre. J'ai un dernier point là-dessus, CM, avant de te rendre la parole. Pour moi, c'est important aussi d'avoir toujours, en tant qu'investisseur, une vision sur l'indice. Donc, lorsqu'on investit sur les marchés actions, par exemple des valeurs américaines, on va observer le SP500 et on va se dire, est-ce que ce titre a surperformé ou sous-performé l'indice? Et c'est extrêmement important parce que, en fait, si vous allez prendre du risque et vous allez faire du stock picking, donc aller placer votre argent sur une action en particulier, un titre en particulier, vous allez concentrer votre effort plutôt que de prendre un indice qui est en fait une répartition de toutes les actions d'un marché. Et si vous sous-performez l'indice, vous avez perdu votre temps. Vous avez augmenté votre risque pour une performance qui est moindre que juste prendre l'indice. Dans les cryptos, il y a des indices qui existent, mais ils ne sont pas très importants pour ce qu'a dit Valentin juste avant. Tout est extrêmement corrélé. Pour moi, l'indice dans la crypto, c'est Bitcoin. Or, j'en discutais en interne sur d'autres questions très récemment. On avait fait la vision que sur l'année 2025, peut-être que les chiffres sont un petit peu différents lorsque vous regarderez l'émission, il n'y avait que 10 cryptos sur le top 200 qui avaient surperformé Bitcoin. C'est-à-dire que si vous avez fait du stock picking et que vous n'avez pas choisi Chainlink, que vous n'avez pas choisi AV, que vous n'avez pas choisi Hype, Fluid, ENA, de Ethena, et il y en a quelques autres, et ben en fait, vous avez perdu votre temps et vous avez sous-performé Bitcoin. Fallait simplement, et Ethereum aussi, il fallait simplement choisir Bitcoin et le reste, pas se poser de questions. Et le travail nécessaire et la chance aussi, puisqu'il y a une part de chance dans chaque investissement nécessaire de surperformer l'indice. 90% des gestionnaires, je vais peut-être énerver Valentin, mais une grande partie des gestionnaires de patrimoine sous-performent les indices. Donc, vous, en tant qu'individu, seul contre les marchés, quelle est votre probabilité de surperformer? On vous le souhaite, bien sûr, mais parfois, la bonne réponse, c'est juste de DCA sur du Bitcoin, un petit peu sur Ethereum et peut-être une troisième ligne si vous avez envie de surperformer. Et juste pour rajouter un point là-dessus, je rejoins totalement le constat de Marc. Et donc, ce constat s'applique donc de 90% de taux de sous-performer Bitcoin sur un cycle, mais si vous montez sur 2 cycles, on monte à 95%. Et donc, il y a aussi tout un travail de votre côté, si vous décidez de faire du altcoin picking, entre guillemets, d'être en mesure d'épurer votre portefeuille d'un cycle à l'autre. Parce que le grand piège que moi, je vois très souvent chez mes clients, c'est que mes clients portent des altcoins d'un cycle à l'autre, et on sait très bien que les altcoins d'un cycle à l'autre peuvent ne pas du tout performer et tomber complètement en désuétude. On l'a vu avec le GLD sur le précédent cycle, le Axie Infinity, etc. Tout ça, ce sont des altcoins qui n'ont plus du tout de hype aujourd'hui et qui ne font pas de performance, et pourtant qui ont été portés par beaucoup d'investisseurs d'un cycle à l'autre. Donc, en plus de ce travail de sélection qui va être hyper important, vous aurez ce travail d'épurage et ce travail psychologique de vous dire, d'un cycle à l'autre, je dois me séparer de ma position. Je sais que je dois me séparer de ma position parce que si je ne le fais pas,
je prends 95% de taux de probabilité de sous-performer Bitcoin sur le cycle d'après. Et ça, c'est une erreur qui est très, très commune. Désolé, hein, je rebondis à chaque fois. Ça, c'est une erreur qui est très commune puisqu'on a l'illusion de l'alt season dans le marché crypto, où on se dit, même nos bagues qui ont fait moins 99%, je les garde parce que j'ai l'illusion que va y avoir une alt season et ils vont faire x1000 et en fait, ça va me sauver. Et donc, mes pertes, non seulement vont être sauvées par les marchés, mais je vais faire x10 derrière. Ça n'existe pas, hein. Ça a existé éventuellement et encore, je pense que c'est une vision de gens qui sont arrivés un peu plus tard sur le marché parce que le seul cycle où ça aurait pu arriver, c'est 2017 et c'était vraiment pas toutes les altes, c'était vraiment certaines d'entre elles qui ont eu le droit à une deuxième chance. Je pense notamment Litecoin qui était vraiment des historiques ou Dogecoin qui étaient des historiques, etc. Mais il y a plein de choses des cycles avant 2017 qui sont restés au tapis et qui resteront au tapis et que les gens ne connaissent même pas aujourd'hui. Quelque chose comme Peercoin, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui savent même pas que ça existe. Namecoin, personne ne sait que ça existe aujourd'hui. Pourtant, c'était dans le top 10 des cycles, des premiers cycles des cryptos. Donc, il faut s'arracher les bras parfois et accepter de prendre des pertes. Et ça, c'est très difficile pour beaucoup d'investisseurs. Et ça fait partie du chemin d'apprentissage de la gestion de patrimoine, de dire, je prends mes pertes. OK, là, j'ai fait un pari qui était perdant. Je suis à moins 80% sur cette position, mais peut-être je suis à moins 40% sur cette position. Le but du jeu, c'est quand même d'intervenir un petit peu plus tôt. Mais parfois, c'est trop tard et on a ce moins 80%. Et là, je vois dans le patrimoine, on a certaines lignes qui sont comme ça. J'accepte, je vends, je retourne sur Bitcoin, je soigne mes blessures et on fera mieux la prochaine fois. Donc en résumé, si on fait une abstraction du nombre de lignes et de tout ce qu'on vient de dire, on serait donc sur une concentration qui est déjà faite actuellement entre Bitcoin et Ether et un nombre de lignes où au total, si vraiment on cumule tout, on a bien 20-30 lignes et qu'il faudrait faire repasser à grand maximum entre 3 et 5 aujourd'hui pour rester bien focus sur ce qu'on a réellement envie de suivre et ce dans quoi on a vraiment envie d'investir. Et comme viennent de le dire Marc et Valentin, la phase de marché s'y prête très bien. Alors, ce qu'on dit aujourd'hui ne sera peut-être pas toujours vrai, mais ça l'est pour maintenant. On est plutôt sur la fin du cycle de 4 ans, donc faites attention à vous, plus que jamais au niveau des altcoins, même si l'automne 2025 pourrait s'y prêter, de justement ne pas vous laisser complètement emporter par la suite si jamais 2026 ou plus tard, hein, on n'a pas de boule de cristal, venait à se transformer en le fameux bear market qui se réalise en général tous les 4 ans pour le marché crypto. Donc ça, c'est la première partie qui était quand même une partie des plus importantes par rapport à ce patrimoine. On est toujours, n'oublions pas aussi, dans l'expectative d'une personne qui va vers un achat immobilier. Donc peut-être que ce patrimoine crypto sera amené à évoluer soit en positif, soit en négatif, pour justement solidifier le tout. Et donc, on passe à l'étape suivante qui sont les livrets, avec 2 livrets sur Société Générale, un compte d'épargne avec 32 000 euros dessus et un livret A, l'épargne de précaution, avec 23 600 euros. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Alors, moi, ce que j'aimerais connaître, je ne sais pas si on a la formation, mais c'est quel est le budget aujourd'hui de notre ami mensuel et est-ce que l'argent qui est mis en épargne de précaution est corrélé correctement avec son budget, c'est-à-dire est-ce que aujourd'hui, par exemple, si je prends le livret A, j'ai entre 3 et 6 mois de dépenses courantes d'avance. Ça, c'est ce qu'on appelle l'épargne de précaution. Si j'ai plus que ça, il faut savoir absolument combien j'ai en plus, parce que cet argent que j'ai en plus et dont je n'ai pas besoin finalement pour mon épargne de précaution me coûte un coût d'opportunité à ne pas être positionné sur des investissements à long terme. Et donc ça, il faut jamais l'oublier. On a effectivement de la sécurité sur le livret A. Par contre, il faut comparer cette sécurité à la performance de ce qu'on peut avoir, par exemple, en bourse, sur les métaux, sur les cryptos, sur les obligations, ce que vous voulez, et calculer combien ça me coûte concrètement de laisser cet argent dormir, entre guillemets, sur mon livret A. Donc là, je pense qu'il y a un premier travail à ce niveau-là, au niveau du budget, et pour ça, il faudrait connaître le budget. Donc, je ne sais pas si on le connaît.
Non, il ne nous l'avait pas précisé. On n'avait pas de budget, ni de fonctionnement, ni de… Après, on est sur une personne qui a une capacité d'épargne de 15 à 25 000 euros par an. En tout cas, c'est selon les éléments qu'on a. Donc, on est probablement sur un revenu, si c'est une super fourmi, et là, félicitations, à 35, 45 000 euros par an, ce qui est déjà un beau revenu pour la France. Sinon, bah, on sera plutôt entre 40 et 60 000 avec un taux d'épargne plutôt normal. Et si on est sur une personne à 80 à 100 000 euros de revenus, bah déjà félicitations, c'est le top 1% des Français. Et là, du coup, on n'est pas sur les mêmes niveaux, comme tu le dis, Valentin, d'épargne, et on n'aura pas les mêmes analyses là-dessus. Donc, on donne un petit peu ces niveaux-là. Moi, je pense que réussir à épargner et à mettre de côté 20 à 25% de son revenu, si vous arrivez à le faire, bien sûr, si vous êtes sur les tranches les plus basses des revenus des Français, ça va être très difficile à faire parce que chaque euro compte. Mais si vous arrivez à dépasser le revenu médian ou être proche du revenu médian, c'est des choses que vous pouvez réussir à atteindre. Et là, c'est comme ça qu'on va pouvoir se développer un patrimoine. En dessous, en fait, je pense, et ça, c'est un peu l'injustice du monde, c'est que comme on vit dans un monde où il y a de l'inflation, et je pense qu'il y a de plus en plus d'inflation, il y a aussi une inflation des valeurs mobilières qui fait que si votre capacité d'épargne est trop petite, les valeurs mobilières vont monter, notamment sur l'immobilier, hein, puisque c'est le projet de cette personne, vont monter plus vite que votre capacité à atteindre la masse critique qui va être un apport et qui va vous permettre d'acheter ce bien. Et vous allez jamais réussir, avec la croissance de votre revenu et de votre épargne, jamais réussir à rattraper la valeur des marchés immobiliers, sauf s'il y a une énorme crise. Donc, c'est très important d'arriver à atteindre la discipline financière pour atteindre un pourcentage d'épargne qui vous permette d'entrer efficacement dans la gestion de patrimoine. Et pour ceux qui ont de petits revenus, en fait, vous avez deux options pour augmenter cette capacité d'épargne. Vous avez, comme Marc l'a dit, option numéro 1, c'est d'arriver à équilibrer votre budget, à équilibrer votre défense, à équilibrer vos dépenses pour justement réussir à investir un petit peu tous les mois. Vous serez peut-être pas à 20% du salaire, mais bon, essayez de monter à 10% par exemple. Cette option-là, c'est l'option sur laquelle vous aurez un plafond qui est limité. Parce que vous ne pouvez pas optimiser vos dépenses ad vitam aeternam, il faut quand même que vous puissiez vivre, etc. Donc, c'est quelque chose qui va être limité. La deuxième option que vous pouvez avoir, c'est forcément augmenter vos revenus. Et donc là, moi, à titre personnel, je ne peux que vous inviter à essayer de développer des revenus complémentaires si vous avez vraiment des petits salaires ou des salaires que vous jugez insuffisants. Et aujourd'hui, il y a tout à fait la place et la possibilité pour vous de vous créer une activité annexe, de mettre un petit peu les mains dans le cambouis et de réussir à dégager cet argent supplémentaire qui vous permettra là de booster votre capacité d'épargne. Et pour le coup, sur la génération de revenus complémentaires, votre plafond, il est illimité. La seule limite, finalement, ça va être vous et votre capacité à dégager de plus en plus de revenus. Moi, je pense que si on est en dessous du salaire médian, c'est très dur ce que je vais dire, parce que forcément, mécaniquement, il y a la moitié des Français qui sont concernés. Je pense que si on est en dessous du salaire médian, c'est devenu quasiment impossible, sauf si on est vraiment en zone très périurbaine, de devenir propriétaire en France, par exemple. Je suis 100% d'accord. Et là, je vais peut-être dire un truc qui va choquer du monde, mais pour moi aujourd'hui, et si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous connaissez ma position de ce point de vue-là, il faut impérativement éviter de faire de l'immobilier en France dans pas mal de zones. Donc typiquement, si vous vivez en zone périphérique de Paris, par exemple, restez locataire. Vous n'avez pas besoin de devenir propriétaire parce qu'en fait, le coût de devenir propriétaire va devenir tellement gigantesque par rapport à vos revenus que vous allez devenir ce qu'on appelle un propriétaire pauvre. Et donc, en fait, tout l'argent va passer dans votre résidence principale qui ne va peut-être pas forcément prendre en valeur non plus. Ça, faut pas l'oublier. C'est vrai que la France aujourd'hui a connu une explosion de son marché immobilier, mais c'est pas pour autant que ça va continuer à l'avenir, d'autant plus qu'on a une démographie qui est déclinante. Et surtout que les nouvelles générations n'ont pas le pouvoir d'achat des générations de nos parents. Donc, moi, je me demande qui va acheter ces biens.
Je vois passer des annonces d'appartements en zone périurbaine, en banlieue parisienne, 500 000, 600 000, 700 000 euros. Et à chaque fois, je me dis, mais les Français, ils gagnent entre 1 500 et 2 500 euros par mois. Qui peut se payer ça? Et surtout, la Gen Z qui arrive sur le marché du travail actuellement, qui est née au tout début des années 2000, à la toute fin des années 90, comment, connaissant leur niveau de salaire et leur niveau de vie actuel, ils vont pouvoir sortir 750 000 ou 1 million d'euros pour payer 70 mètres carrés en banlieue parisienne. Et c'est les prix auxquels les gens s'attendent naturellement sur un mécanisme de on prend 5% par an comme on l'a fait sur les 20 dernières années ou plus, les prix mathématiques dans lesquels on devrait être dans 10 ans, dans 15 ans. Ça me semble très compliqué, personnellement. Et on a des exemples. On a la Corée, on a le Japon, qui ont eu ces démographies et cette courbe aussi des répartitions du patrimoine. On avait une population âgée qui prenait plus de place dans la pyramide démographique et qui concentrait aussi surtout les revenus et le patrimoine, et une population jeune écrasée de taxes, écrasée au niveau des perspectives d'emploi, d'investissement, etc. Et on se rend compte qu'au Japon, sauf si vous êtes dans les plus beaux quartiers de Tokyo où là, les prix de l'immobilier explosent parce que le monde entier a envie de vivre dans ces beaux quartiers-là, sur les 22 préfectures japonaises, 21 préfectures ont une population qui décline, donc toutes sauf Tokyo, et sur ces 21 préfectures, l'immobilier est en baisse constante depuis des années, et a priori, ça ne va pas remonter. Et quand vous allez à la campagne profonde au Japon, on vous donne les maisons, voire on vous paye pour vous installer dans les villages. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, va arriver en Europe de l'Ouest, parce qu'on regarde la courbe de la natalité. La France était le dernier bastion de natalité où on était au-dessus dans le maintien de la démographie, c'est-à-dire 2,1 enfants par femme. Ça y est, on a décroché. Tout le reste de l'Europe de l'Ouest est en dessous, et parfois bien en dessous, comme des pays comme le Portugal, où ils sont presque proches de 1 enfant par femme maintenant. Qui va acheter ces biens? Donc, soit vous avez un héritage, des possibilités, un patrimoine, etc., qui viennent vous pousser vers ce marché-là et c'est un peu plus naturel, soit peut-être rester locataire. Effectivement, en fait, c'est un calcul qui doit être fait et qui doit être fait sérieusement, c'est-à-dire combien aujourd'hui ça me coûte d'acheter ma résidence principale. Parce que n'oubliez pas que la résidence principale, on en a parlé, enfin, un achat immobilier en général, on en a parlé. Il y a ce souci démographique, mais en plus, en France, il va falloir rajouter le risque politique, puisqu'on est en situation d'instabilité, et le risque fiscal. Aujourd'hui, sur une résidence principale, vous allez payer une taxe foncière. Si vous êtes dans un immeuble, vous allez payer des charges de copropriété, des ravalements de façade, etc., etc. Donc tout ça, faut l'intégrer dans le calcul. Et vous devez comparer ce coût annuel par rapport à ce que vous coûterez une location. Et il faut que vous trouviez votre point mort. Typiquement, sur Paris, le point mort, il est à 20 ans. Donc si vous comptez pas rester dans votre logement sur une durée de 20 ans, vous n'avez absolument aucun intérêt à acheter un bien immobilier à Paris. Si vous allez à Saint-Étienne, par exemple, le point mort est beaucoup plus bas parce que le marché est moins demandé et donc les biens immobiliers sont moins chers au regard du pouvoir d'achat des gens. Et donc là, vous baissez la durée. Mais il faut analyser le secteur dans lequel vous vous situez et il ne faut surtout pas négliger les risques connexes que vous allez avoir en étant locataire plutôt que propriétaire, notamment politiques, notamment fiscaux, que vous n'avez pas quand vous êtes locataire. Et enfin, quand vous êtes locataire, vous conservez votre mobilité géographique, ce qui n'est pas le cas quand vous êtes propriétaire. Et ça veut dire une chose relativement simple pour le gouvernement qui aujourd'hui cherche de l'argent, c'est qu'il va pouvoir venir vous taxer beaucoup plus facilement en tant que propriétaire parce qu'il sait parfaitement que vous êtes immobile et donc que vous êtes une cible facile. Très intéressant et une réflexion qui pourra alimenter, qui plus est, notre analysé du jour qui se dirige justement vers son premier achat immobilier. D'ailleurs, il n'avait pas précisé si c'était pour de la résidence principale ou pour du locatif. Je vous propose qu'on passe au... Ouais, juste pour rester sur le livret, désolé parce qu'il y a quand même une grosse somme dessus. Je pense qu'aussi une partie de la somme, et ça, il faudrait qu'on ait le détail, une partie de la somme est liée en fait à l'apport personnel que cette personne va devoir mettre pour son achat. Et je pense que c'est pour ça qu'on a une somme de 55 000 euros puisqu'on devrait avoir à la fois l'épargne de précaution et en plus l'apport qu'il compte mettre dans son achat immobilier.
Alors moi, j'ai un petit truc là-dessus. Le livret A, a priori, les taux baissent. J'ai pas suivi la France. J'ai quitté Ouais, la France depuis longtemps. on doit être assez bas actuellement, ouais. On est à Très clairement, 1,7% depuis le mois d'août. très clairement, moi, en fait, pour moi, ça, c'est des fonds qui sont dédiés à devenir un apport sur un crédit immobilier. Donc, c'est pour ça qu'il y en a autant. Peut-être que je me trompe, mais si c'est le cas, ça dépend aussi de l'échelle de temps. Est-ce qu'on est sur un achat dans un mois ou dans 6 mois ou dans un an? Je pense qu'aujourd'hui, sur de l'épargne de précaution comme ça, moi, j'irais plus sur de l'obligataire, du commercial paper ou de l'obligataire souverain. Pourquoi? Parce que les taux sont relativement élevés. C'est assez facile de trouver du prime, donc du très bien noté, triple A, AA-, dans ces eaux-là, qui vont vous rémunérer en euros entre 3,5 et 4,5%. Donc on est quand même bien au-dessus de ce qu'est le livret A aujourd'hui. J'ai aucune idée du taux actuel, mais la dernière fois que j'ai regardé, c'était 3%. Ça doit être en dessous maintenant. Et 1,7. 1,7, oui, c'est On très est au-dessus descendu du à coup. 1,7 en août. Oui, bah voilà, c'est bon. Donc, vous allez avoir entre 3,5 et 4,5% sur du prime. Donc, on n'est pas en train de prêter au fin fond. Je ne vais pas te dire le nom d'un pays pour pas blesser les gens, mais voilà. Mais on est sur des choses solides. Et aussi, il y a beaucoup d'analystes qui pensent que les taux vont baisser, puisque les taux d'intérêt directeur des banques centrales sont relativement élevés en ce moment depuis le Covid, en fait. Et il y a un peu un consensus que dans les prochains mois, les taux vont baisser, ce qui est en ligne avec ce qui s'est passé les derniers mois. Or, quand vous achetez de l'obligataire, lorsque les taux baissent, le prix de vos obligations monte. Pourquoi? Parce que vous avez acheté et vous avez sécurisé des obligations qui payent, disons, 4%. Si le marché aujourd'hui paye 3% sur des obligations, vos obligations à vous qui vous garantissent 4% de rendement, elles deviennent sexy, entre guillemets, pour le marché. Et donc, les gens sont prêts à les payer un petit peu plus cher que le prix nominatif. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, c'est mon conseil personnel, mais je ne suis pas CGP, donc je laisserai Valentin donner une analyse là-dessus. Je trouve que c'est un bon moment pour rentrer sur de l'obligateur, sur cette partie de l'épargne qui est une épargne de précaution où on en a besoin, mais pas à si court terme, et on peut le faire travailler. Là-dessus, je pense qu'on peut tripler le rendement par rapport à un livret A sans augmenter le risque tant que ça. Ouais, tout à fait. Alors, je dirais qu'il y a quand même un facteur qui est important, c'est la maturité de l'obligation au regard du projet. Moi, typiquement, si la personne, son projet d'achat immobilier, c'est dans 6 mois, il peut laisser ça sur un compte d'épargne sécurisé et il déploie l'argent dans 6 mois. Il n'y a pas forcément intérêt à aller chercher de l'obligataire. Par contre, si on est sur un projet à 3-4 ans, par exemple, là oui, il y a un gros intérêt à aller chercher de l'obligataire, à sécuriser du rendement aujourd'hui et de le porter pendant les 3-4 ans et de récupérer son argent derrière. Et j'insiste sur ce point-là parce qu'il va être important de récupérer l'argent. Et donc pour ça, il faut prendre des obligations qui ont une maturité qui soit à peu près équivalente à votre horizon de placement. N'allez pas me prendre du 20 ans américain si votre projet est dans 4 ans, puisque le 20 ans américain est beaucoup plus sensible aux variations de taux que le 2 ans américain, par exemple. Donc ça, c'est le premier point à regarder. Deuxième point à regarder, c'est la fiscalité. Évidemment, sur de l'obligataire, si vous avez de l'obligataire à 4%, mais que vous mangez 30% de flat tax sur vos coupons, vous descendez, alors je n'ai pas fait le calcul, mais je pense que vous descendez assez rapidement à 2,8% net de fiscalité. Donc ça, il faut faire attention aussi. Donc il faut positionner l'obligataire dans des enveloppes fiscales qui soient suffisamment efficaces. Et troisième point, donc on a dit bien regarder l'horizon d'investissement. Et pour ça, vous pouvez utiliser un outil qui est très efficace, qui s'appelle les fonds datés. Donc les fonds datés, qu'est-ce que c'est? Très rapidement, ce sont des fonds dont les obligations ont toutes la même échéance. Donc par exemple, on est en 2025, vous savez que vous allez acheter votre bien immobilier en 2028. Vous pouvez prendre un fonds daté dont les obligations arrivent à échéance en 2028. Comme ça, vous sécurisez le rendement aujourd'hui et vous savez qu'en 2028, toutes vos obligations arrivent à échéance et qu'a priori, si tout se passe bien, vous récupérez et votre capital et vos intérêts. Et ce fonds daté, vous pouvez par exemple le mettre dans un contrat d'assurance vie qui ne vous facturera pas de flat tax tant que vous ne sortirez pas l'argent. Et donc, vous pouvez capitaliser les intérêts de cette façon-là, tout simplement. Très intéressant et ça nous permet justement de voir à la fois pour le court terme et pour le long terme en fonction des usages et des besoins de la personne justement. Et là, vu que on n'a pas la profondeur et cette granularité de savoir quand est-ce qu'il va avoir besoin de son argent, c'est peut-être aussi ce qui fait que
d'un point de vue des comptes bancaires, on a 49 000 euros sur un compte courant. Alors après, on en a deux autres avec un petit à 500 euros et Trade Republic où il y a 250 euros. Je suppose que voilà, c'est des comptes qui ont été ouverts soit pour tester, soit, enfin, peu importe. Mais qu'en pensez-vous d'avoir 49 000 euros comme ça, justement peut-être prêt à déployer vis-à-vis de cet achat immobilier? Et si tel n'était pas le cas, 49 000 euros sur un compte courant, c'est beaucoup trop. Très clairement, bon, bien sûr, ça dépend du revenu. Hein. Si cette personne gagne 150 000 euros par mois, mais du coup, son épargne n'est pas terrible. Hein. Franchement, pour quelqu'un qui gagne 150 000 euros par mois, 180 000 euros de côté, c'est un peu naze. Mais euh, le minimum du minimum que j'ai à dire là-dessus, c'est que ça m'étonnerait que vous dépensiez 49 000 euros par mois. Gardez sur votre compte seulement et uniquement un mois de dépenses, en compte courant, hein, bien sûr. Et tout le reste, au minimum du minimum, mettez-le dans quelque chose de liquide, comme un LLD, un LDD, le livret A, où vous pouvez avoir accès à l'argent tout de suite, voire demander, les banques le font, et si vous avez un revenu relativement correct et un petit peu d'épargne, qui est votre cas, vous pouvez prendre une carte bancaire à débit différé, et donc là, garder très peu sur votre compte et tout faire travailler. Mais il faut la discipline de ne pas vous faire avoir par les agios si le jour où votre carte de débit de débit différé va prendre des fonds sur votre compte. Mais ça ne sert à rien d'avoir 49 000 euros sur ce compte. Même les gens très très riches n'ont pas 49 000 euros sur leur compte courant, généralement. Ouais, je suis complètement d'accord avec Marc. Pour moi, là, on est vraiment sur une erreur assez grossière. Hein. Je vais employer les termes. On ne laisse pas 49 000 euros sur un compte courant parce que ce compte courant déjà travaille à zéro. Donc, vous allez absolument rien gagner dessus. Et ça vous sert à rien. Encore une fois, pensez toujours au coût d'opportunité de laisser de l'argent dormir comme ça. Donc, moi, sauf si notre ami a déjà trouvé son achat immobilier et doit payer son apport personnel à sa banque dans les quelques semaines à venir, il n'y a aucune raison de laisser cet argent sur ce compte-là. Donc, au minimum, il faut aller le mettre sur un livret qui soit rémunéré. Donc, Marc l'a dit, LDDS, livret A, sachant qu'on a des plafonds. Et si vous dépassez les plafonds, vous allez chercher un compte bancaire qui, à minima, vous rémunère. Et ça, vous en avez plein. Vous avez Trade Republic, vous avez Trading 212, vous avez plein de plateformes comme ça qui rémunèrent vos liquidités. Donc, à minima, faites ça pour au moins récupérer un petit peu de taux d'intérêt. Ne laissez surtout pas 49 000 euros sur votre compte courant. Sur un compte courant, on laisse ce dont on a besoin pour le mois et puis c'est tout. Bah, pas plus à dire, je pense, au niveau de ce sujet. Nous sommes tous les trois alignés et bien entendu, on n'hésitera pas à refaire le point si cette personne nous donne un petit peu plus d'informations et notamment peut-être après ce fameux achat immobilier. Une petite ligne en start-up PME, 6 750 euros en crowd equity, donc ça se fait de plus en plus. Que dire de plus? Ça, je pense que la vie restera neutre. Je sais pas, toi, Valentin, si tu as une vision là-dessus, si tu penses que c'est risqué, pas trop risqué, si c'est intéressant d'en avoir comme ça un petit peu. Le crowd equity, c'est un actif de diversification. Donc, comme tout actif de diversification, ça doit constituer une part minoritaire du patrimoine. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc, moi, j'ai absolument rien à redire sur cette ligne. Je connais pas Hiker Group. Donc, peut-être qu'il y a une conviction dans cette société. Moi, à partir du moment où c'est pas surpondéré dans le patrimoine, j'ai absolument aucune objection. J'en fais aussi un petit peu à titre personnel sur des startups de conviction. Et encore une fois, sur des actifs de conviction comme ça, voilà, vous restez à 5% du patrimoine global et c'est suffisant. Il faut pas aller au-delà. Ce point est respecté aujourd'hui, donc pour moi, on est tout bon sur cette ligne. J'ai rien à redire. Moi, je vais être un tout petit peu plus négatif. Alors, je suis tout à fait d'accord. Et pour moi, il n'y a pas d'erreur particulière. On est sur une ligne relativement faible, comme a été dit par Valentin. Donc, il n'y a pas d'erreur. Chacun fait ce qu'il veut, etc. Je vais parler plutôt des startups et de l'investissement en crowd equity en général. Le taux de mortalité, c'est 99%. Je n'ai pas le chiffre exact, hein, mais je pense qu'on n'est pas loin de la réalité. Et surtout, là, ce que je vais mettre en avant, c'est que le retour sur investissement de ce type de secteur, même dans les 1% qui gagnent, il ne justifie pas d'aller prendre ces risques-là.
Très clairement, aujourd'hui, toujours on se pose la question du risque et du rendement potentiel et de la potentialité de ce risque et de ce rendement potentiel. Si j'ai 99% de chances de perdre tout mon argent, je dois faire x100 minimum. Or, des startups qui arrivent au stade crowd equity, généralement, ce n'est pas le pre-seed round, etc. Il y a généralement déjà eu plusieurs tours de fonds de financement, donc les valorisations sont relativement élevées. À moins que iCare devienne le nouveau Microsoft, vous n'allez pas faire votre x100 ou votre x1000. Donc pour moi, le risque ne se justifie pas. Et à moins d'être sur un très haut niveau de patrimoine ou que le CEO de iCare, ce soit votre cousin et que vous avez envie de soutenir la famille, les amis et que vous avez une très très forte conviction personnelle, laissez ce marché complètement de côté. Il ne correspond pas à 99% des gens qui nous écoutent. Je suis complètement d'accord sur ce point. Et là, par contre, où je vais émettre une très grosse critique, c'est que notre ami est allé nous mettre de l'argent en crowd equity alors qu'il a mis très peu d'argent dans les actions et les fonds, alors que ça devrait être l'une de ses préoccupations principales, puisque les actions et les fonds doivent constituer un cœur de portefeuille. Et aujourd'hui, on ne peut pas, au regard de l'allocation globale, le crowd equity correspond à une allocation qui est pertinente. Par contre, au regard du fait qu'il n'est pas investi dans les actions et dans les fonds, là, pour le coup, on n'est pas bon. Et effectivement, je rejoins Marc, il aurait eu beaucoup plus intérêt à aller mettre son argent dans les actions et les fonds plutôt que de commencer par le crowd equity. Il faut faire les choses dans l'ordre. Et pour faire les choses dans l'ordre, il faut notamment commencer par la bourse. D'ailleurs, si on passe sur la fameuse ligne actions et fonds, et c'est là où on voit que finalement le compte Trade Republic a très certainement été ouvert il n'y a pas si longtemps que ça, on a deux grandes lignes pour un total de 2 950 € à peu près, avec un tracker MSCI World UCITS donc, qui semble capitalisant, et un autre MSCI World Infotech qui d'ailleurs très certainement overlap le premier, mais peut-être un peu plus orienté technologie, avec 1 000 € sur ce dernier. Donc, premièrement, si on est dans une optique d'avoir un revenu plus tard, comme il disait, 3 000 € par an, qui peut-être se transformeront dans 25 ans par 3 000 € par mois, on lui souhaite. Est-ce que justement, il ne vaudrait mieux pas, comme vous venez de le dire à juste titre, commencer à se concentrer justement sur cette allocation en actions et en fonds? Tout à fait d'accord. Pour moi, on commence, c'est des produits parfaits pour le DCA. C'est-à-dire que si vous avez une capacité d'épargne tous les mois, le plus important, c'est pas d'avoir un patrimoine, c'est de le contribuer à ce patrimoine et de toujours alimenter ce patrimoine par rapport à une partie de votre revenu. C'est comme ça qu'on va avoir des gains composés sur votre accumulation. Donc, c'est très important. C'est des bons produits, hein, les ETF MSCI World. Là, je ne connais pas ceux-là en particulier, mais c'est des bons produits de diversification. C'est des bonnes cibles de DCA. Si vous y mettez 100 €, 200 € selon vos revenus, 500 € par mois, vous ne faites pas vraiment d'erreur en faisant ça. J'ai deux choses à dire cependant sur ce sujet. Première chose, les marchés financiers ont très très bien rémunéré depuis le Covid, avec des performances à 2 chiffres bien au-dessus de l'indice et de la norme des performances annuelles sur ces dernières années. Donc beaucoup de gens se disent il y aura forcément une correction. Bien sûr, on ne peut pas prédire l'avenir, mais attention sur les marchés actions, ils sont un petit peu en surchauffe, mais c'est pas grave, hein. De toute façon, si vous êtes sur un investissement lissé en DCA, bah, vous achèterez le dip et puis c'est des choses long terme. La deuxième chose, ça c'est plus important, et notamment pour les Français qui nous écoutent, il existe deux types d'ETF, les distributing, ceux qui distribuent des dividendes et donc qui vont vous envoyer des dollars ou des euros sur votre compte titre, et les accumulating shares, donc ils s'appellent DIST généralement sur les plateformes, ou ACC, acheter seulement et uniquement, sauf, et peut-être que Valentin ça aura un avis contraire là-dessus, mais pour des raisons de fiscalité, acheter seulement et uniquement des accumulating shares. Pourquoi? Parce que tous les dividendes des titres contenus dans votre ETF rachèteront et viendront grossir la valeur de vos ETF, et d'un point de vue fiscal, vous payerez qu'à la sortie. C'est-à-dire, quand vous vendrez, vous payerez votre flat tax, mais c'est pas, si vous avez des dividendes, vous allez payer des impôts dessus directement, et ça va diluer votre performance. Donc vraiment, ça, c'est les deux points sur ce sujet que je voulais mettre en avant. Ouais, pour rebondir là-dessus, je suis d'accord dans le cadre du compte titre sur les actions.
Dans le cadre du PEA, c'est pas vraiment un problème parce que si tu touches des dividendes, de toute façon, tant que ça reste dans l'enveloppe, t'es pas fiscalisé, donc tu peux les réinjecter et finalement, t'as pas de frottement fiscal, donc c'est pas très grave. Là où je mettrais juste un point de bémol quand même, c'est important qu'on le précise, c'est sur les ETF obligataires, puisque les ETF obligataires capitalisants vont racheter toujours plus d'obligations. Sauf que potentiellement, il y a des moments où on n'a pas envie de racheter des obligations, notamment quand les taux sont très faibles. Et donc là, on va vouloir peut-être privilégier, en tout cas moi c'est mon cas, je privilégie du distribuant sur les ETF obligataires parce que je veux toucher mes coupons et je veux décider à quel moment je réinjecte mon argent et certainement pas quand les taux sont à zéro. Donc il y a juste ce petit point-là où je mets un bémol. Mais sinon, pour le reste, je suis totalement aligné avec toi, Marc. Là, sur le portefeuille de notre ami, moi, je vois quand même une erreur grossière. C'est effectivement l'overlap, comme tu l'as dit, Sem, puisqu'aujourd'hui, quand on regarde le MSCI World et le MSCI World Infotech, les cinq premières lignes, ça va être les mêmes d'un ETF à l'autre. Ça va être Nvidia, ça va être Microsoft, ça va être Meta, ça va être Tesla, etc., etc. Donc ça, déjà, c'est pas bon. Ensuite, moi, j'ai un vrai problème avec le MSCI World, c'est que on est 100% dépendant de l'allocation de l'indice. Donc, on ne peut pas, en fait, injecter nos propres convictions dans l'indice et finalement, on délègue ces biais à l'indice. Moi, je trouve ça dangereux sur le long terme. Et deuxièmement, on n'a pas les pays émergents. Moi, typiquement, quand je construis un PEA pour un client, je ne lui mets pas d'ETF MSCI World. Je vais lui mettre des ETF géographiques qu'on va venir pondérer et qu'on va venir pondérer selon des convictions. Typiquement, au cours de la dernière année, j'ai eu tendance sur les PEA à mettre du S&P 500 à hauteur de 65% de la pondération, là où l'ETF MSCI World va être au-delà des 70%. Derrière, je suis venu mettre de l'Asie à hauteur de 25%. Donc, surpondération de l'Asie dans l'indice et sous-pondération de l'Europe. Pourquoi je fais ça? Parce que je considère qu'aujourd'hui, l'Asie a beaucoup plus de potentiel que l'Europe en termes de développement. Et le fait d'avoir 3 ETF sur lesquels je n'ai absolument aucun overlap et qui sont parfaitement complémentaires me permet de piloter cette allocation. Et ça a plutôt très bien fonctionné. Alors, coup de chance ou pas, vous me le direz, mais il s'est avéré que l'Asie, depuis les 6 derniers mois, a surperformé les deux autres marchés et donc on s'est retrouvé avec des portefeuilles avec des performances parfaitement honorables et très intéressantes, là où l'ETF MSCI World ne permet pas d'obtenir ces performances puisque, encore une fois, il réplique bêtement l'indice et en plus, il n'intègre même pas les marchés émergents. Donc moi, j'ai beaucoup de mal avec l'ETF MSCI World pour ces raisons-là. Je partage ton pessimisme européen, je suis un perma-bear sur l'Europe. Et même, j'irai plus loin, je suis encore plus pessimiste sur la France et son économie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent depuis la France qui seront d'accord avec moi. Un ETF CAC 40, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment une erreur d'en détenir. Si vous regardez la performance sur les 5, les 10 dernières années, ça a sous-performé tous les autres ETF. C'est-à-dire vous pouviez acheter un indice de n'importe quelle autre économie. Alors peut-être que c'est pas vrai, hein, mais je pense que c'est vrai dans 80% des cas. Vous allez sous-performer ce qui s'est passé sur le CAC 40. En France, moi, je fais du stock picking. Par exemple, j'ai du Hermès parce que l'exposition luxe, etc. J'en fais un tout petit peu, mais je pense que l'indice global, il va pas vers zéro, mais il va sous-performer le reste des marchés. Et dans tous les cas, la France en particulier, mais l'Europe en général, c'est pas des marchés qui sont porteurs économiquement aujourd'hui. On est sur des économies qui sont sur le déclin, avec des choix qui sont faits par les différents gouvernements qui sont au contraire de l'économie pour l'instant. Donc, vaut mieux aller investir ailleurs et aller se concentrer ailleurs, comme tu l'as dit, Valentin. Ouais, 100% aligné là-dessus également. Je reviendrai sur une dernière erreur sur ce portefeuille. Ah non, on a dit qu'il était résident belge. Oui, apparemment, il a été expatrié belge, oui. Ok, donc je dis rien, je parle pas du PEA. Ouais, résident en Belgique. Donc en Belgique, c'est pour dire l'intérêt fiscal sur l'investissement principal par rapport à la France, c'est qu'il y a la gestion de patrimoine en bon père de famille. Donc la loi s'appelle comme ça. Hein. C'est dans le texte, si je dis pas de bêtises là-dessus. Hein. Donc sautez pas sur moi sur les commentaires sur le terme père de famille. Hein. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas de fiscalité sur les plus-values d'un titre qui a été détenu plus d'1 an.
Alors, il y a plein de détails là-dessus. La Belgique est en train de passer des législations et des réglementations qui sont vraiment pas optimistes sur l'investissement. C'est en cours. Il n'y a pas grand-chose qui est passé. C'est encore au stade de projet. Mais de toute façon, l'Europe se dirige vers plus de taxes, plus de régulation, plus de contrôle. Donc, on est de toute façon sur un channel où on va tous aller dans cette direction-là. Mais actuellement, on a quand même cette grande différence avec la France, c'est que si vous êtes un investisseur long terme, il n'y a pas de flat tax. Donc, vous ne faites pas prélever de 30% de vos plus-values lorsque vous déciderez de redevenir liquide et de sortir des marchés. En tout cas, quand on résume par rapport à notre analysé du jour, du coup, un patrimoine qui est en plein développement, 180 000 euros, un bien immobilier à venir, des ambitions plus tard de rendement, que ça soit pour le court, le moyen et le long terme. Et donc aujourd'hui, le principal axe, si vous êtes d'accord avec moi, messieurs, on pourrait bénéficier notamment du levier dans la crypto dans lequel actuellement notre abonné a pas mal placé, environ, on va dire, un bon 30%, 35% de son patrimoine, pour petit à petit, afin de prendre aussi un peu moins de risques que la volatilité qu'on peut avoir dans le marché crypto, bien que ces dernières années, le marché action nous ait aussi habitués à lui aussi de très belles vagues, avec donc petit à petit un transfert éventuel de ce portefeuille crypto sur lequel, pour le long terme, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, on peut très bien garder essentiellement du Bitcoin, peut-être un peu d'Ether et juste quelques lignes triées sur le volet que l'on compte sur les 5 doigts d'une main. Et ensuite, pourquoi pas, petit à petit, venir chercher soit des actions que l'on choisira soi-même en bonne et due forme parce que l'on a des convictions, soit directement un ETF, comme l'a dit Valentin, mais à voir puisque un seul ETF ne peut pas couvrir l'intégralité du spectre. Donc là aussi, qui dit diversification, dit peut-être avoir à peu près 3 ETF qui chacun viendront couvrir éventuellement un continent ou un spectre en particulier. Et comme tu le disais tout à l'heure, Valentin, déjà avec 65% sur les États-Unis, 25% sur l'Asie et ce qui reste ensuite à dispatcher comme il se doit, on a déjà un tour du monde plus que honorable. Et bon, après, chacun, bien entendu, est libre d'investir dans ce qu'il veut et dans ce qu'il souhaite. Mais aujourd'hui, je pense qu'au vu de la synthèse de ce patrimoine, le levier de notre personnage viendra premièrement dans un premier temps à court terme de est-ce qu'il va être propriétaire de son immobilier ou locataire, c'est-à-dire qu'il va le mettre à la location, et deuxièmement le levier pur et dur d'un point de vue des titres et des finances, on va dire, investies, ça va se faire, je pense, entre le pont crypto qui petit à petit pourra être transféré au marché actions et aux ETF. N'hésitez pas à me dire et je pense qu'on pourra clôturer là-dessus. Ouais, tout à fait, 100% d'accord. Et j'irais même au-delà, une bonne réallocation de la capacité d'épargne, puisqu'aujourd'hui, on a vu qu'il y avait beaucoup trop d'argent sur les livrets et les comptes bancaires. Donc, il faut décider quoi faire de cet argent. Et concernant l'immobilier, peut-être explorer d'autres voies que d'acheter un bien immobilier sur lequel on va avoir une exposition et un risque en utilisant, par exemple, des outils d'immobilier diversifiés comme les SCPI ou ce qu'on appelle les REITs aussi. Donc, ce sont les foncières cotées qu'on peut retrouver en bourse, sachant que sur les SCPI, on peut aussi aller chercher de l'effet de levier. Un dernier point, moi je pense qu'on arrive au niveau de patrimoine où on peut avoir accès aussi au crédit lombard. Donc il y a pas mal de banques privées qui commencent à accepter des patrimoines à partir de 150 000, 200 000 euros. Ça peut être, vu qu'on va avoir très probablement une baisse des taux directeurs, on va pouvoir accéder à des lignes de crédit relativement peu chères. Et ça, c'est probablement pas un sujet pour aujourd'hui sur ce portfolio-là et ce profil-là, mais c'est quelque chose à réfléchir sur un horizon, je pense, 5 ans, quand le patrimoine aura atteint 200, 220 000, 250 000 euros, on lui souhaite, bien sûr, où on pourra se dire, peut-être aller chercher un petit peu de levier là-dessus en ayant une ligne de crédit qu'on va aller réinvestir sur les marchés ou qu'on va aller faire travailler afin de pouvoir booster un peu son exposition. Mais en faisant ça, on booste aussi son risque. Ça, c'est un sujet qui pour moi, est très, très important parce que quand on atteint une masse critique de patrimoine, en fait, on accélère son exposition et on accélère son rendement potentiel. Et c'est ça qui va faire la différence entre un profil
plus timoré, entre guillemets, qui va mettre de l'argent sur son livret A toute sa vie et des petits livrets, etc., et qui va pas réussir à décoller en termes de patrimoine et de création de fonds, et quelqu'un qui va avoir un tout petit peu plus de prise de risque sur les marchés, qui va prendre ce type d'option sans être complètement fou et faire des leviers x100 sur des options binaires, et qui va avoir un décollage à un moment, une fois qu'il aura atteint une masse critique de patrimoine, où il va clairement, à la fin de sa carrière, changer de classe sociale. Donc ça, c'est des sujets qui sont importants. C'est pas le scope de cette émission, mais ce serait pas mal d'en parler sur l'un des épisodes suivants. Donc, n'hésitez pas à venir à nous présenter des profils qui ont exploré là-dessus, et on sera très heureux de les commenter. D'ailleurs, vous pourrez retrouver en commentaire et description le fameux lien du Google pour vous inscrire directement. Vous pouvez mettre un maximum de détails, s'il vous plaît, puisque aujourd'hui, on a pris justement un premier profil. On en a encore une bonne quinzaine en stock. Mais comme c'est une émission qu'on va être amené à faire relativement régulièrement, là, aujourd'hui, on a pris le temps, on a fait une bonne heure, mais on essaiera de faire des formats d'à peu près demi-heure et de faire ça d'une manière assez régulière. Ça peut nous permettre aussi, comme on l'a déjà vu sur la chaîne de Finari avec Mounir qui fait ça très très bien, d'avoir des patrimoines qui vont, comme aujourd'hui, de 50, 100 000 à 200 000 euros, ou bien des patrimoines déjà très bien assis de 1 million, 2 millions, etc., de personnes qui sont soit avec de l'héritage du patrimoine familial, soit qui ont très bien réussi dans la vie, 40 ans de couple de médecins ou de chirurgiens qui ont beaucoup, beaucoup de patrimoine. Et voilà, ça peut aller très, très vite et grimper là aussi très vite. Donc, pour aujourd'hui, je pense qu'on a fait le tour. Merci Marc et Valentin. Eux aussi, vous aurez les liens dans les commentaires description pour les retrouver sur les réseaux sociaux. Marc, je le rappelle, qui est à la tête de l'AV-Chan Initiative et qui travaille à temps plein pour la DAO de AAV. Valentin, qui est conseiller en investissement financier, que vous pouvez retrouver soit sous son nom complet, Valentin Chaponnet, ou Wellsim, qui est sa plateforme donc de gestion et sur laquelle vous pouvez tout à fait le consulter en tant que conseiller en investissement financier. Il pourra vous donner une configuration à la carte quelque part, c'est aussi le but. Donc voilà pour nos intervenants, et j'espère que cette première émission, ce pilote, vous aura plu. On a un patrimoine qui est déjà plutôt sympa pour aujourd'hui. On essaiera d'en trouver un encore plus croustillant pour la prochaine, et on vous souhaite une très très bonne journée. N'hésitez pas, faites-nous un maximum de retours, et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Merci à tous. Salut.